Dimanche 2 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée. Dans les actualités de ce jour, la lutte contre le kéré reste une priorité selon le président Andry Rajoelina vendredi durant son discours de fin d'année. Une raison pour laquelle un colloque national a été tenu en 2021 pour définir les travaux à effectuer dans le sud du pays. Nombreux sont les projets dans ce cadre qui ont débuté l'année dernière. Reportage. La malnutrition et le manque d'eau sont apparus en 1932. Mais c'est l'an dernier qu'un colloque national a été réalisé pour trouver de solutions pérennes pour le sud de Madagascar. Parmi les grands projets qui ont été mis en place dans le sud de Madagascar figure l'usine Nutri-Sud qui produira des compléments alimentaires vitaminés. Un projet mis en place pour lutter contre la malnutrition infantile. Concernant l'approvisionnement en eau, la partie sud de Madagascar bénéficiera d'un grand projet à travers la mise en place d'un grand pipeline afin que la population puisse cultiver et produire, mais aussi pour bénéficier d'eau potable. Dans le cadre du programme national contre l'abondance scolaire figure la mise en place des cantines scolaires. Les enfants dans l'Anjoy et Anou seront parmi les bénéficiaires. L'existence du kéré a engendré un grand retard dans le développement. Mais actuellement, le sud de Madagascar n'est pas oublié en matière d'infrastructures de développement. Et le président de la République n'a pas omis de rappeler durant son discours vendredi dernier la situation de la Jirama qui fait polémique actuellement. La gestion de cette société nécessite des efforts considérables selon le président Andry Rajoelina. Il a appelé les dirigeants de la Jirama à prendre leurs responsabilités afin de trouver des solutions aux problèmes. Il est important d'améliorer le service pour satisfaire les clients, a-t-il ajouté. Reportage. La plupart au sein de la population attendaient les déclarations concernant la Jirama lors du discours du président de la République en fin d'année. Le président connaît les problèmes de la population et il a interpellé les dirigeants et les responsables au sein de cette société afin qu'ils prennent leurs responsabilités pour trouver des solutions aux problèmes. En effet, c'est un droit de la population d'être approvisionnée en eau et électricité sans coupure ni perturbation. Concernant l'électricité, le président de la République a évoqué qu'il est primordial de trouver une solution à long terme et pérenne en matière de production. Parmi ces solutions, le projet Saoufk visant à augmenter la production d'électricité et d'en réduire le coût. Concernant l'approvisionnement en eau, le président de la République a admis que les tuyaux et infrastructures actuelles sont usés et vétustes, sans parler du manque à cause de la recrudescence du nombre de la population. Parmi les solutions mises en place par l'État pour cette année 2021 figure l'extension du point de production d'eau à Manchsez. Il est important également de mettre en place des solutions d'urgence mais qui durent. Le président a aussi souligné l'approvisionnement en eau dans les autres villes. L'eau et la forêt sont complémentaires. Il a ainsi martelé la sensibilisation dans la protection de la forêt et surtout l'environnement afin de garantir la préservation de la nature et sa biodiversité. Parmi les stratèges de l'État figure également la restauration de la couverture forestière de Madagascar. Et puisqu'on parle de la Jirama, le premier transformateur de la production d'électricité d'une puissance de 30 MVA a décalé qu'a pris feu vers midi aujourd'hui. Cet incendie qui engendrera un manque d'approvisionnement en électricité sur le réseau interconnecté selon les informations émanant de la Jirama. C'est un des 3 transformateurs qui alimentent la production en électricité qui vient de prendre feu. Selon toujours les informations, le feu est maîtrisé actuellement et la Jirama fournit les efforts nécessaires pour réduire les coupures de courant sur le réseau interconnecté de la Jirama. Rappelons qu'un décalé a fourni les 1/3 de l'approvisionnement en électricité sur ce réseau interconnecté d'Antananarive, soit 90 MW d'électricité. Parlons à présent de la situation du coronavirus à Madagascar. 1985 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés dans tout Madagascar entre la période du 25 au 31 décembre 2021 selon les statistiques sorties officiellement hier. Seule la région Sofia n'a pas enregistré de nouveaux cas cette semaine. Les autres régions ont tous enregistré de nouveaux cas. Radramanan Satouf nous en dit plus. 1985 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans tout Madagascar entre le 25 décembre et le 31 décembre, selon les statistiques sorties par le ministère de la Santé publique hier. Soit 70 cas contacts ou tracing contacts ont été enregistrés.
1277 personnes sont guéries de la maladie si 274 cas de forme grave sont enregistrés actuellement dans les hôpitaux. 40 personnes sont décédées du Covid-19 durant cette semaine. Concernant la répartition des cas par région selon les statistiques sorties par le ministère de la Santé publique hier, la région Analamang a enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19, soit 1620 cas, après la région Vaknakarach avec 122 nouveaux cas, la région Antimonjefan avec 89 cas, Diana enregistre 81 cas, Anos 44 cas, Fadvav et Fidvnad enregistre 43 cas de Covid-19, Matsachambun avec 38 cas, Ansan en a 32, Antim Atsan en a 24, Melek 16, Sava 11, Itas 10, Boin 6, Yurumbe 5, Alochamangour 4, Betzbouk 3. Un nouveau cas a été enregistré dans les régions Analanzrouf, Anjoy, Amormani et Bunglav. La région Sofia n'a pas enregistré de nouveaux cas de Covid-19 entre le 25 et 31 décembre dernier. Comme annoncé dans nos éditions précédentes, le CTC à l'Arbi a ouvert ses portes hier. Le ministre de la Santé publique appelle tout un chacun à ne pas attendre d'avoir des difficultés respiratoires avant de rejoindre un centre de santé. Toute personne présentant des symptômes devront directement se faire consulter par un médecin. Reportage de Radraman Azotov. Pour se préparer à la flambée des cas de contamination de Covid-19 après les fêtes de Noël et de fin d'année, le ministère de la Santé publique a décidé de rouvrir le centre de traitement de Covid-19 au CTC à l'Arbi. Hier 1er janvier, le ministre de la Santé publique avec son équipe et les agents de santé sont descendus sur les lieux hier afin de peaufiner les détails dans le fonctionnement de ce CTC à l'Arbi. 250 lits ont été installés afin d'accueillir les malades. Tous les agents de santé sont prêts pour la prise en charge des malades. Tous les matériels et les médicaments nécessaires, comme les concentrateurs d'oxygène, sont enfin prêts pour les patients qui y seront accueillis. Le CTC s'est déjà équipé en prévision des coupures de courant. Le ministre de la Santé publique appelle tout un chacun à rejoindre au plus vite les centres de santé et CTC en cas de symptômes. Il est important aussi de respecter les gestes barrières, a-t-il ajouté. Le ministre de la Santé publique appelle également à ne pas spéculer sur l'évolution de la maladie, mais d'attendre les informations officielles venant du ministère. Voilà pour ce qui est du Covid-19. Dans un tout autre sujet à présent, afin de marquer la fin du mois d'amnistie dans le cadre de la détention illicite d'armes à feu, la police nationale a remis au comité de coordination au sein de l'armée malagasy, au FIP Antanmour, le 30 décembre dernier, les armes saisies par la police nationale et celles remises par les personnes de bonne volonté. 111 armes au total ont été remises à l'armée malagasy. Gérard Amar nous en dit plus. La plupart des armes remises auprès du bureau de la police dans plusieurs régions de Madagascar par les personnes de bonne volonté sont des armes artisanales dans le cadre d'un mois d'amnistie en matière de détention illicite d'armes à feu. D'autres sont des armes à feu saisies durant les attaques à main armée démantelées par la police nationale. Ces armes ont été remises entre les mains du comité de coordination au sein de l'armée malagasy. Ces armes seront détruites avec les autres armes déjà saisies dans le cadre de cet événement. Une destruction qui se fera en public. Cet événement d'un mois d'amnistie en matière de détention illicite d'armes à feu s'est tenu dans tout Madagascar. Dans les actualités internationales de ce soir, au moins 12 personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées au cours d'un mouvement de foule dans un sanctuaire religieux hier 1er janvier au Cachemire indien, selon les autorités. France 24. Comme chaque année, des milliers d'Indiens se rendent au sanctuaire hindou de Mata Vaishno Devi pour la prière du Nouvel An. Mais dans cette foule compacte, la circulation devient vite difficile. À l'entrée de la grotte, la situation vire au drame et les pèlerins sont pris dans une bousculade. Le mouvement de foule a fait au moins 12 morts. Il y a des blessés qui sont encore en train d'être évacués du sanctuaire pour être emmenés à l'hôpital de Narayana. Avant la pandémie de coronavirus, près de 100 000 fidèles se rendaient chaque jour dans ce temple situé dans le nord de l'Inde, tout en haut de la colline de Katra, à une 60aine de kilomètres de Jammu, la capitale du Cachemire indien. Selon plusieurs pèlerins, le nombre de visiteurs, désormais limité à 25 000, n'était pas respecté ce soir-là. Ils reprochent aux forces de l'ordre d'avoir perdu le contrôle.
Les personnes qui sortaient se sont heurtées à celles qui voulaient rentrer. Je l'ai vu de mes propres yeux, les policiers poussaient les pèlerins, ils agitaient des bâtons et ils utilisaient leurs sifflets pour les intimider. Ça a semé la panique et c'est ça qui a lancé le mouvement de foule. Les gens se sont fait piétiner, y compris les enfants et les personnes âgées. Le gouvernement a ordonné l'ouverture d'une enquête. Et sur Twitter, le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Plusieurs mouvements de foule mortels ont déjà frappé ainsi les pèlerins indiens. En 2011 et en 2013, 2 bousculades avaient fait plus d'une centaine de victimes. Et quelques 1000 maisons ont été détruites, des centaines d'autres ont été endommagées et 3 personnes sont portées disparues à la suite d'incendies qui ont détruit des centaines de maisons jeudi dans l'État de Colorado, ont annoncé les autorités hier samedi. France 24 nous en dit plus. Dernières flammes ont été étouffées par la neige. Les flocons ont recouvert les cendres encore fumantes. En moins de 24 heures, contraste saisissant dans le Colorado. L'incendie est enfin maîtrisé ce matin. Seuls subsistent ces vestiges de maisons calcinées. Des quartiers entiers sont partis en fumée. C'est vraiment irréel. Il y a tout un côté de la rue qui a brûlé et l'autre côté n'a pas été touché. Oui, et notre maison, elle est détruite. Je suis sous le choc, c'est incroyable comme c'est allé vite. Les dégâts matériels sont considérables. Plus de 500 maisons auraient été dévastées, sans toutefois faire de victimes. Il aurait pu y avoir des dizaines de morts. Des milliers de gens n'ont eu que quelques minutes pour prendre leurs affaires et partir. Le sinistre s'est déclaré vraisemblablement après la chute d'un câble électrique sur un sol aride. Cet État américain montagneux est en proie à une sécheresse exceptionnelle ces dernières années. À cela s'est ajouté des vents violents qui ont soufflé jusqu'à 160 km/h, favorisant la progression du feu à une vitesse folle. Tous les éléments étaient réunis pour que ce soit une catastrophe, selon le maire d'une des villes dévastées. Nous avons parfois des vents violents, mais c'est rare de les voir aussi puissants au sol comme on l'a eu là. Si vous combinez ça avec le feu et la sécheresse que nous avons ces derniers mois, tout était réuni pour que ce soit un désastre. L'État du Colorado est aujourd'hui encore en alerte, cette fois pour une tempête hivernale, avec en prévision d'importantes précipitations dans les prochains jours. Et pour se quitter... Et la France assure dès samedi la présidence du Conseil de l'Union européenne qui représente les intérêts des 27 États membres face à la Commission et au Parlement européen. Si Emmanuel Macron a fait part de fortes ambitions pour ce mandat, il pourrait cependant être perturbé par la crise de Covid-19 et l'élection présidentielle. Reportage de France 24. Emmanuel Macron et son gouvernement ont fixé un nombre assez conséquent de priorités pour ces 6 mois de présidence du Conseil de l'Union européenne. On pense par exemple à la géopolitique, le rapprochement avec l'Afrique à l'occasion du sommet UE-UA qui va se tenir dans quelques mois. Il y a aussi le rapprochement avec les Balkans pour les ancrer plus dans le projet européen, des projets pour la relance économique. Par exemple, on parle du SMIC européen, on parle aussi de la réforme des règles budgétaires, ce qu'il faudra évidemment trouver un compromis sur ce point avec l'Allemagne. Certains sujets seront plus simples que d'autres parce qu'ils sont déjà avancés. Il y a par exemple l'orientation stratégique de l'Union européenne pour les années à venir. C'est la fameuse boussole stratégique. Le travail a déjà été entamé sous présidence allemande, donc il y a 2 ans. La réforme de Schengen et de son fonctionnement est aussi un projet déjà en cours. Ça tient beaucoup à la France et elle devrait arriver à le faire aboutir durant cette présidence. Alors, il y a les limites, c'est vrai. Les limites, c'est que c'est pas la même chose que la présidence précédente de l'Union européenne pour la France, puisque à cette époque-là, la France présidait l'Union européenne. Il n'y avait pas encore de président du Conseil européen. Là, c'est Charles Michel qui a le rôle de présider les réunions à 27. Il n'y avait pas encore de responsable pour les questions de défense et de diplomatie. Là, c'est Josep Borrell qui s'occupe de ça. Mais il faut dire quand même si l'élection présidentielle va venir en quelque sorte percuter avec les périodes de réserve la possibilité de travailler pour les ministres et pour les réunions informelles, par exemple. Le rôle de la présidence du Conseil européen, c'est aussi en grande partie de faire avancer un compromis. Et donc, ce n'est pas toujours les idées et le programme qu'on a fixé soi-même qui avancent le plus lors d'une présidence. Il faut faire avancer la machine à 27. On peut mettre des projets en branle, mais on n'arrive pas forcément toujours à les voir aboutir au bout de 6 mois.
Et toujours en France, la lutte contre le gaspillage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes à tous sur Viva. Au revoir.